Chère Blandine, cette fois-ci, je ne me trompe pas. Alors, Blandine, tu vas t'installer au micro et tu vas nous donner les résultats de l'enquête Être enfant quand on a un parent atteint d'un trouble bipolaire. Nous t'écoutons, chère Blandine. Alors cet après-midi, je vais vous parler de l'enquête Être enfant de parents atteints d'un trouble bipolaire. C'est toujours la même équipe qui s'est occupée de cette enquête, avec moi-même, le docteur Eliane Mélon, Émilie Garandel et Bernard Pubacé. Alors, l'enquête a été en deux parties, donc celle de parents que je vous ai présentée ce matin et maintenant celle des enfants de parents atteints d'un trouble bipolaire. On a adressé cette enquête aux adhérents et aux sympathisants d'Argos 2001 sur une période du 6 au 17 février et on a eu un retour à peu près de 13%. Le questionnaire enfant qui nous concerne cet après-midi était à base de 44 questions et collectait les données des enfants adultes issus de parents qui ont ou avaient un trouble bipolaire, les personnes ayant répondu à l'enquête parents pouvant eux-mêmes être enfants de parents atteints de ce trouble, et les parents concernés pouvaient aussi transmettre le questionnaire à leurs enfants. Nous avons obtenu 86 réponses, 53 femmes et 33 hommes. L'analyse descriptive que je vais vous présenter maintenant reflète la perception en 2025 des enfants interrogés. Les caractéristiques de la population. Tu peux passer, Dominique, voilà. Donc, vous voyez à droite la pyramide des âges avec les filles, les enfants, femmes, filles, je ne sais pas comment les appeler, à gauche en rose, avec une distribution de la population allant de 10 ans à 75 ans quasiment, et avec un pic entre 25 et 34 ans et un autre pic entre 50 et 60 ans. Les garçons sont à droite, en bleu, et l'âge médian pour les filles a été de 37 ans et demi, avec plus ou moins un écart type de 17 ans, donc qui est assez élevé, avec un minimum et un maximum de 11 ans à 83 ans. Nous avons un enfant de 83 ans. Et pour les hommes, un âge médian de 36 ans, plus ou moins 16 ans, et un min-max de 18 à 83 ans. 62% des femmes ont répondu et 38% des hommes. Donc, dans la suite de cette présentation, les femmes seront toujours présentées à gauche de l'écran en rose et les hommes en bleu. Si on regarde la situation actuelle, actuelle des enfants, donc on a mis enfants entre guillemets, bien sûr, puisqu'il y en a qui ne sont pas tout jeunes quand même, on s'aperçoit que dans le secteur vert, il y a beaucoup de gens en couple, il y en a un sur deux, et que ça, c'est semblable, que ce soit femme ou homme. La différence, c'est au niveau des célibataires. Il y a beaucoup plus de célibataires chez les hommes, avec 42% versus 28% chez les femmes. Et pour ce qui est des séparés, euh, ça n'a pas été reporté chez les hommes, mais chez les femmes, ça a été reporté à 11%. Pour ce qui concerne les divorcés, le pourcentage est équivalent, variant de 6 à 8%. Si on passe à la situation professionnelle de cette même population, on s'aperçoit que une personne sur deux, pratiquement, même un peu plus d'une personne sur deux, 55 et 58%, sont à temps partiel ou à temps plein, travail. En retraite, on a 6 et 13%, 6% pour les hommes, 13% pour les femmes. Euh, en sans activité, on a beaucoup plus de femmes comme ce matin sans activité. On pense que c'est parce qu'elles élèvent leurs enfants. Et en étudiant, on a beaucoup plus d'hommes qui étudient. Ils sont 27% contre 9% des femmes. Et au chômage, c'est à peu près équivalent. On a 4 à 6%. Si on regarde la situation professionnelle des parents, donc ça, j'insiste bien, c'est les parents, on s'aperçoit
qu'il y a 32% des femmes, des mères qui sont à temps partiel ou à temps plein versus 12% des hommes. Il y a très peu sans activité. En retraite, il y a plus d'hommes que de femmes. Ils sont à 52% versus 35%. En invalidité, on a peu aussi qui est reporté, donc 8% pour les femmes. Et le non applicable, c'est parce que ça tombe dans d'autres catégories, et à 25% à peu près. Le statut actuel du trouble bipolaire de leurs parents. Donc, est-ce que leurs parents étaient atteints? Il y en a qui ils sont stabilisés à 39% pour les hommes, 33% pour les femmes. Il y a quand même encore une grande instabilité. 19% pour les hommes, 16% pour les femmes, des épisodes critiques à 10%, ne sait pas à 6%, et ce qui est non applicable vers les 30%. Si on regarde les enfants de parents bipolaires, on a posé la question, êtes-vous vous-même atteint d'un trouble bipolaire? On s'aperçoit que 45% chez les femmes sont atteints d'un trouble bipolaire, alors qu'ils ne sont que 24% chez les hommes. Par contre, le secteur ne sait pas est beaucoup plus important chez les hommes que chez les femmes. Et à 58%, à 50% et 58% pour les hommes et femmes, ce qui est à peu près la même, ce qui est semblable, les enfants ne sont pas atteints de troubles bipolaires. Si on regarde quel est le trouble du bipolaire qui a été rapporté et l'âge au moment du diagnostic, donc on s'aperçoit que les types 1 sont plus fréquents chez les hommes, les types 2 sont moins fréquents chez les hommes et qu'il y a quand même une grande incertitude. Bon, à peu près 42% des gens ne savent pas. Le type 1 serait prévalent chez les femmes avec 6% et le type 2, pardon, 19%. Si on regarde l'âge au moment du diagnostic, c'est assez flagrant sur cette courbe, c'est-à-dire que pour les hommes, c'est tout au long de leur existence, alors que pour les femmes, il y a vraiment un pic dans les âges entre 30 ans et 60 ans. Et il y a un pic vers 40 ans. Mais je tiens à préciser que là, les effectifs sont petits, donc à prendre avec précaution. La situation du parent bipolaire, on a posé la question, votre parent bipolaire vit-il sous votre toit? Alors on se rend compte que non, et c'est équivalent chez les hommes et chez les femmes à 57%. Par contre, il y a une différence dans le oui. Les filles semblent accueillir beaucoup plus leurs parents bipolaires à 19% versus 6% pour les hommes et à 2% et 5%, les enfants disent qu'ils n'ont plus de lien. 33% des mères bipolaires et 16% des pères bipolaires sont à la charge de leur enfant et 60% des enfants gardent un lien fort avec leurs parents. Ensuite, on a demandé si les parents étaient en vie ou décédés et les causes de décès. Donc à gauche, vous avez le graphique avec les valeurs absolues et à droite, les pourcentages. Donc la mère, pour les mères, il y a 69% de mères en vie et 31% décédées, 78% de morts naturelles, 3% par suicide et 4% où la cause n'est pas connue. Pour le père, en revanche, on a 57% des pères en vie, donc un peu moins que les mères, mais ça, c'est du normal. 43% de décédés. Par contre, il y a 61% de morts naturelles et 28% de personnes décédées par suicide chez les pères et 11% ne sait pas. Si on passe maintenant
à l'évaluation de l'impact de la maladie de votre parent sur votre vécu d'enfant, sur le plan émotionnel, éducatif et professionnel. On a donné des échelles allant de 0, pas du tout, à 10, à très sévèrement, en demandant quel était l'impact sur le vécu émotionnel d'enfant. Vous vous apercevez que au point 0, c'est-à-dire pas du tout, eh ben, il y a quelques enfants qui n'ont pas du tout été affectés. Par contre, les femmes, les filles paraissent beaucoup plus affectées que les hommes. Si on regarde celui d'adolescent, on a encore une reproductibilité, c'est-à-dire que les femmes semblent beaucoup plus affectées que les hommes, mais les hommes sont quand même affectés, puisque à 4, 5, 6, vous voyez, c'est très bas, et puis ça augmente. Quand on regarde le vécu émotionnel sur l'adulte, on a aussi une croissance dans la cotation des femmes et par contre, l'homme, ça diminue légèrement. Donc, ces échelles sont assez difficiles d'interprétation. Voilà, moi, je vous donne ce qu'on a observé. Si on regarde maintenant le vécu éducatif, l'impact sur le vécu éducatif, on s'aperçoit que les hommes et les femmes ont été peu touchés. Il y en a quand même pas mal à zéro. Et après, c'est distribué à peu près, c'est distribué entre 1 et 9. On n'a pas totalement de cotation à 9. Si on regarde sur l'impact sur l'orientation ou la situation professionnelle adulte, là, on s'aperçoit aussi il y a beaucoup de pas du tout. Donc, ça veut dire que les adultes sont moins touchés et ça se répercute sur la cotation qu'il y a après. Vous voyez que les barres roses restent finalement assez faibles et en hauteur et les barres bleues pour les hommes restent assez faibles. Ensuite, oui. Pour le vécu éducatif de l'enfant et de l'adolescent, là c'est pareil, on a une répartition, on a toujours une cotation à zéro où il n'y a pas eu d'effet et avec une cotation à 6, 7, 8, 9 qui est assez importante pour les femmes et pour les hommes. Et quand on regarde l'impact sur l'orientation et la situation professionnelle, eh ben voilà, à zéro, il y en a peu. Si on regarde l'enfance, l'environnement matériel, est-ce que la situation de logement, la situation financière, la perte d'emploi du parent ou l'isolement social a impacté votre vie? On s'aperçoit que la cotation zéro est très élevée pendant l'enfance, pendant l'adolescence et pendant l'âge adulte. Et qu'il y a encore un petit peu d'impact, mais il est très minime par rapport à ce qu'on a vu précédemment. Les enfants, si on s'informe sur le trouble des parents, on a voulu savoir à quel âge avez-vous su que votre parent était atteint d'un trouble bipolaire. Les filles savaient à 76%, les fils à 64%, ne savaient pas 11% et les fils à 26%, et qui s'en sont doutés, les filles à 6% et 10% des fils. Quand on regarde l'âge, on s'aperçoit qu'on a un pic à l'adolescence et la courbe en rose ou la courbe en bleu se confondent et on a vraiment un pic à l'adolescence où il semble qu'il y aurait une vraiment prise de conscience que son parent est atteint. Avez-vous été renseigné sur le trouble bipolaire et par qui? Ont reçu des informations 62% des filles et 73% des fils et n'ont pas reçu d'informations 40% des filles quasiment et 30% des fils.
et qui vous a renseigné. On voit qu'il y a une homogénéité dans les bars. Par moi-même, c'est environ 16%. L'entourage, très très peu. L'entourage ne semble pas se mêler de cette maladie. Par l'autre parent, 17%, mais pour les femmes, pas pour les hommes. Par la personne concernée, père ou mère, 22%. Par les parents, globalement, 7 et 15%. Et par le psychiatre généraliste, c'est ce qui me vient en tête, à peu près aux alentours de 30%. Désir d'enfant et projet parental. Donc, on a demandé, avez-vous vous-même des enfants? 39% d'enfants de mères bipolaires ont des enfants, 61% n'en ont pas, et 58% d'enfants de pères bipolaires ont des enfants, 42% n'en ont pas. Si on regarde aussi maintenant et si on pose la question, avez-vous un projet parental? 20% des enfants de mères bipolaires ont un projet parental et 55% n'en ont pas. 40% d'enfants de mères bipolaires ont un projet parental et 36% n'en ont pas. Et pour 24% d'entre eux, donc c'est-à-dire un quart à peu près, un projet parental n'est pas d'actualité. Y a-t-il crainte de développer un trouble bipolaire et de le transmettre et quelle est la prévention? Le développement du trouble, à 70%, les enfants de mère bipolaire répondent oui, à 35%, les enfants de père bipolaire. Non, on a respectivement 20 et 74%, et 10 et 18% n'y pensent pas. Quand on parle de la transmission du trouble, oui à 67% d'enfants de mère bipolaire et 42% d'enfants de père bipolaire, non 11 et 24% respectivement, et 22 et 34% n'y pensent pas. C'est-à-dire que les femmes semblent beaucoup plus craindre de développer un trouble chez leurs enfants, un trouble bipolaire, et de transmettre ce trouble. La suivante. Est-ce qu'on peut jouer un rôle dans la prévention chez vos descendants en les informant? Il y a les mères d'enfants bipolaires pensent que oui. D'enfants de mères bipolaires, excusez-moi, à 88%. Les hommes sont un peu plus pessimistes. Ils ne pensent qu'à 68% que c'est possible de faire de la prévention. Et il y a quand même 9 versus 17% de personnes qui ne se prononcent pas. Est-ce que vous faites confiance à la recherche? Vous voyez que c'est assez similaire, les deux anneaux, mais en non, ne se prononce pas, c'est 13% des deux côtés. 80% et 81% et 84% pensent que oui, et non, les hommes à 3% et les femmes à 6%. Ensuite, nous avons demandé quel était le ressenti et je remercie Jeannette pour nous avoir aidé à synthétiser tout ce qui avait été écrit. Et le ressenti a été exprimé par 25 enfants, donc je vous les lis. Ma mère a été diagnostiquée tardivement, j'ai pris de plein fouet sa maladie. Les non-dits aux enfants sur le diagnostic de la maladie des parents peuvent être préjudiciables pour les enfants, bien que ce soit fait pour les protéger. Ma mère n'a jamais partagé son diagnostic. Ma mère a fait de sa maladie une force. Maintenant, je suis fière d'elle et de ce qu'elle est devenue. Ma mère est très forte. Nous avons beaucoup souffert, mais on est plus forte aujourd'hui. Grâce à son courage et à sa détermination, cette épreuve nous a soudés plus que jamais. La suite. Mon fils, mon frère, mon père souffraient peut-être lui aussi de troubles bipolaires. Ma mère a souffert de troubles psychiques. La sœur de ma mère a également un trouble psy. Les progrès de la recherche sont un espoir pour les patients,
afin d'améliorer tous les facteurs influençant les troubles bipolaires. En conclusion, donc nous avons 86 enfants qui ont répondu à l'enquête. Les résultats de cette enquête demandent une analyse statistique beaucoup plus poussée. Les femmes et les hommes, parents ou enfants, ne se comportent pas de la même façon devant un trouble bipolaire. Les enfants tissent un lien très fort avec leurs parents. Être atteint d'un trouble bipolaire peut être aussi une force. Et l'information sur les troubles bipolaires, la connaissance de la maladie avec le développement de la recherche constitue la pierre angulaire d'un avenir meilleur. Et je vous remercie pour votre écoute et à chaque participant de l'enquête. Merci. Je note qu'il y a des statistiques et des résultats très intéressants que vous avez écoutés avec beaucoup d'attention. Bravo. Et je note entre parenthèses, notamment, Blandine, qu'on a pu remarquer qu'il y avait beaucoup plus d'hommes célibataires que de femmes. Et permettez-moi de vous faire sourire en vous citant une phrase de Sacha Guitry qui a dit « L'homme est fait pour être célibataire, la femme pour être mariée ». Et il a ajouté « Tout le problème vient de là ». Voilà, alors maintenant on va redevenir sérieux et je vous demande d'accueillir monsieur le docteur Boris Chaumette. Merci. Alors, monsieur Chaumette, avant de vous interroger sur le sujet que vous allez traiter dans quelques instants, je crois que vous allez faire des commentaires sur l'enquête qu'on vient d'entendre. Alors, je vais essayer de faire des commentaires parce qu'il il y avait déjà beaucoup de choses qui ont été dites. C'est une très belle enquête. Honnêtement, je pense qu'on serait bien inspiré dans d'autres maladies aussi de mener ce type d'enquête. Donc, bravo à Argos pour avoir fait cette enquête-là. Bravo à vous, hein. C'est vraiment important parce que le fait d'avoir des enfants ou de ne pas avoir de projet, parfois de se censurer, c'est des choses qui sont extrêmement taboues dans les maladies psychiatriques. Alors, ça participe de la déstigmatisation et de ce qu'on appelle, il n'y a pas de bon terme pour ça, mais l'empowerment, la prise de pouvoir aussi par les patients sur leurs troubles. Donc, vraiment, bravo pour cette enquête-là. Les résultats, moi, je suis. Alors, dans l'ensemble, ça me rassure quelque part de voir des résultats qu'on attendait. Il y a des choses qui sont un peu inattendues. Et puis, quand même, un point qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, les enfants gardent des liens avec les parents, tissent des liens, comme vous disiez. Et donc, ça veut dire qu'il y a des relations de famille qui sont possibles dans le trouble bipolaire. Ça semble peu de choses. Enfin, ça semble évident quand on vit dedans, mais c'est pas si anodin de le dire quand on considère encore aujourd'hui la sévérité parfois de certains troubles, le tabou qu'il y a autour de ça, les tensions qu'il peut y avoir au sein de la famille. Donc vraiment, ce message-là, un enfant peut se développer dans une famille dans laquelle il y a des troubles bipolaires. C'est pas simple, on l'a vu dans les témoignages qu'on a eu tout à l'heure. Il y a des conséquences en termes y compris émotionnelles. Pas financière, manifestement, de ce que vous racontiez, peut-être parce qu'il y a un petit biais de sélection, parce que vous êtes tous plutôt très éduqués à Argos, donc probablement vous êtes dans des catégories socio-professionnelles un petit peu plus élevées que la majorité de la population, probablement. C'est ce qu'on voit dans toutes les associations de patients, généralement ceux qui ont le plus de connaissances qui s'engagent dans les associations. Mais c'est vrai qu'il y a quand même on est frappé quand même par le retentissement émotionnel, surtout chez les enfants. Vous disiez, il y a quand même des enfants qui notaient ça. Je pense que la bonne réponse à cette question-là, elle est d'annoncer les choses. Et alors, je voyais qu'il y avait quand même un pic d'annonce qui était autour de, on va dire, le début de l'adolescence. C'est ça à peu près, vous disiez, ils comprennent, c'est ça. Peut-être qu'on leur a dit avant, mais ils comprennent à ce moment-là, vers 10-15 ans à peu près, c'est ça. Mais il y a encore des gens qui ne savaient pas que les parents étaient bipolaires. Oui. Ou ils l'ont su par l'autre parent, ou ils l'ont su par, voilà, un peu détourné. Et en même temps, il y a un mot qui me reste dans les verbatims que vous citez, c'est on fait de la maladie une force. La maladie, elle est là, on peut la stabiliser, on peut pour l'instant pas aujourd'hui la guérir, mais utilisons-la pour en faire une force, effectivement. Si on sait qu'il y a des transmissions dans les familles, levons le tabou. Pourquoi? Parce que quand vous levez le tabou, ça permet aux autres personnes de savoir qu'elles sont à risque et aux autres personnes d'aller plus tôt vers des soins. Et ça, c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce qu'on sait que plus on intervient tôt, meilleur est le rétablissement, meilleure est la prise en charge, il y a moins de résistance, on évite toutes les conséquences néfastes, etc. Et un point qui m'a frappé dans le graphique que vous montriez, c'était le diagnostic, il arrive à 40 ans, 45 ans, chez les enfants. C'est-à-dire qu'on sait que les parents, ils sont malades, on ne sait pas forcément bien, il y a eu un peu tabou, on n'a pas toujours le bon diagnostic parce qu'il y a
50, 60 ans, on ne faisait pas les diagnostics aussi facilement, mais on sait qu'il y a quelque chose qui traîne et on attend jusqu'à 40, 45 ans pour avoir un diagnostic. Ça, c'est un point extrêmement central. Et je vais faire une petite citation d'un travail qu'avait fait Alice Aupetit, qui était une psychiatre qui était passée à l'hôpital Sainte-Anne, là où je travaillais. C'était pareil dans la schizophrénie. C'est-à-dire le fait qu'il y ait un proche qui souffre de schizophrénie ne faisait pas qu'on allait plus vite vers des soins quand on avait soi-même des symptômes. C'est-à-dire comme si finalement, on sait que ça traîne dans la famille, on met ça de côté, on a peur, on ne veut pas le dire, il y a le tabou, mais la peur n'évite pas le danger. Or, c'est ça la force qu'il faut tirer de ça. C'est de dire ça traîne dans la famille, on sait que c'est des maladies qui peuvent être génétiques, et donc, quand ça commence, on va tout de suite vers des soins. Et ça va changer beaucoup, beaucoup de choses pour la génération d'après. Vous êtes plus de 80% font confiance à la science, tant mieux, hein, c'est surtout en ce moment avec tout ce qui traîne dans les problèmes scientifiques dans le monde, mais c'est très bien ça. Pourquoi? Parce que ça veut dire que les générations suivantes auront accès à un meilleur diagnostic, à des meilleurs traitements. Et donc, il ne faut pas se censurer en disant « Oh là là, ça va arriver, mon Dieu, j'ai peur, etc. » Il faut au contraire dire le plus tôt possible pour améliorer les soins, pour permettre la recherche et pour que la génération d'après soit mieux prise en charge encore que vos générations à vous. Donc ça, c'est vraiment, je pense, un point. Levons le tabou. De toute façon, maintenant, on sort, on va au kiosque à journaux et on achète n'importe quel journal. On a la tête de quelqu'un qui nous dit « Je suis bipolaire ». Tant mieux, parce que ça déstigmatise, surtout quand c'est des gens qui sont extrêmement écoutés à la radio, à la télé, etc. Donc vraiment, ça, il faut tirer de ça le fait qu'on va casser le tabou sur les maladies psychiques. Le trouble bipolaire, c'est, enfin, bien sûr qu'il y a encore du tabou, de la stigmatisation, mais c'est vraiment le trouble sur lequel on va avancer le plus vite. La schizophrénie, c'est ça. Il y a encore beaucoup de travail. Je pense que le trouble bipolaire, là, vous êtes dans une fenêtre où vraiment il y a moyen d'accélérer sur cette déstigmatisation dans une année en plus qui est grande cause santé mentale. Donc, allons-y. Voilà un peu ce que je voulais commenter. Il y avait évidemment plein de choses à commenter, mais je ne sais pas s'il y avait d'autres choses qui vous avaient attiré sur cette étude-là. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que vous vouliez qu'on discute? Il y a beaucoup de choses, mais je crois qu'on va s'arrêter là. Mais il faudra qu'on discute parce qu'il y a beaucoup de choses, oui, beaucoup, beaucoup de choses. Non, mais à disposition, et vous savez qu'aujourd'hui se développe beaucoup ce qu'on appelle la recherche participative. Avant, la science, c'était dans les laboratoires, les chercheurs étaient dans le laboratoire, ils faisaient leur truc dans leur coin, et puis de temps en temps, ils consentaient à venir, à parler aux familles, à donner des résultats, voilà, on montre des souris, on montre des trucs, etc. Après, il y a eu une deuxième étape dans la recherche. Il y a une étape de dire, bah, en fait, je vais faire des études, et puis je vais demander aux gens de participer. Ils vont collecter leur sang, ils vont l'envoyer, ou ils vont venir donner quelques avis sur les études. Deuxième étape. Et la troisième étape, qui est celle qu'on est en train d'enclencher dans les sciences participatives, dans la recherche participative, c'est qu'on construit les activités de recherche ensemble. C'est vous qui avez des questions. Nous, les médecins, on essaie d'avoir des réponses. Mais on a plein de questions, mais ce n'est pas forcément des questions pertinentes. Ce n'est pas forcément celles que vous voulez qu'on réponde. Et donc, c'est extrêmement important de partir de vos questions à vous. Donc, je pense que cette démarche-là, d'avoir un questionnaire, de construire quelque chose, que ça vienne de vous, la parentalité, c'est vous qui avez posé cette question-là. C'est vos questions à vous. Et donc, ça, il faut que nous, on y réponde. Alors, je suis très content que ce soit la parentalité cette année, parce que je m'intéresse à la question de la génétique, donc c'est pour ça que je viens vous en parler. Mais je veux dire, très bien que ça vienne de vous, ces questions-là. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.